C'est comme si nous avions été ensemble toute notre vie. C'est vrai. C'est à l'âge de 40 ans que les jumeaux Springer et Lewis se sont découverts. Élevés par deux familles différentes, ils ont pourtant mené deux existences presque similaires, à commencer par cet unique et même prénom que leurs deux familles leur ont donné, Jim. Mais les coïncidences ne s'arrêtent pas là. Nos fils aînés s'appellent tous deux James Allan. Mon frère jumeau a été marié à une femme nommée Linda, maintenant Betty, et moi aussi. C'est étrange. Mais même nos chiens avaient le même nom, Toy. Ça, c'était durant notre enfance. Et par la suite, nous avons tous les deux été dans la police. Intrigué par ce cas rarissime, un scientifique américain, le professeur Bouchard, décide de soumettre les deux jumeaux à toute une série de tests. Jim Springer et Jim Lewis sont les tout premiers jumeaux de notre étude. Nous avons eu beaucoup de chance. Ils sont probablement plus ressemblants que la moyenne des jumeaux que nous étudions. Si vous regardez de très près, vous verrez qu'ils ont des petites pointes dans leurs sourcils, de petites touffes de poils qui dépassent. Je me suis penché et j'ai dit « Je veux les compter ». Je m'en souviens, il y en avait 7 et ils les avaient sur chaque sourcil. N'est-ce pas frappant? Comment d'aussi petits détails peuvent être similaires? Mais au-delà des petits détails physiques, c'est bien la similitude de leur profil psychologique qui étonne. Les deux profils étaient tellement similaires qu'on pouvait totalement les superposer. J'avais moi-même fait ce test plusieurs fois quand j'étais plus jeune, et ces deux jumeaux se ressemblaient plus que je me ressemblais moi-même à 2 années d'intervalle. J'étais sidéré par leur ressemblance. Contrairement aux frères Springer et Lewis, Brigitte et Catherine, elles, ne se sont jamais vraiment quittées. Depuis toujours, elles cultivent leur ressemblance, partagent les mêmes passions et collectionnent les coïncidences pour le moins troublantes. On était au lycée, on s'habillait toujours pareil parce qu'on voulait bien. Nos copines, un jour, se sont fichues de nous. Ils nous ont dit, vous allez vous habiller pareil jusqu'à quel âge? Alors, ça nous avait un petit peu vexés. Alors, on a dit, on va plus s'habiller pareil. Et puis, on a décidé un jour de se séparer. Et le soir, quand on s'est retrouvés, on avait exactement la même jupe. On avait acheté le même article. On avait acheté la même jupe. Depuis, Catherine et Brigitte s'habillent avec les mêmes vêtements dans des couleurs différentes. Mais les événements les rapprochent inlassablement, comme pour faire de chacune le double parfait de l'autre. Il y a 4-5 ans, Brigitte était en vacances dans le midi, moi j'étais sur Paris, j'étais restée sur Paris. Et je vais donc chez le coiffeur dans la journée, me faire couper les cheveux, mais je voulais pas le dire à Brigitte. Et puis Brigitte, de son côté, a fait pareil, elle est allée chez le coiffeur, mais elle me l'a pas dit. Et le soir, on se téléphone, on s'appelle tous les soirs, et je lui dis, Catherine, tu vas pas être contente. Je suis allée chez le coiffeur, je me suis fait couper les cheveux. Elle me dit, dis donc, tu me rassures, parce que moi, j'ai fait la même chose de mon côté. Et quand on s'est retrouvés, on avait la même coupe. L'expliquer, je sais pas, je peux pas l'expliquer. Mais on a eu la même envie, sans doute, de changer de tête au même moment. Serge Tisseron est psychiatre et psychanalyste. Il s'intéresse depuis longtemps à la gémellité. Pour lui, ces coïncidences n'ont rien d'exceptionnel, et encore moins de surnaturel. Ce qui est important, c'est pas de se demander pourquoi les jumeaux font les mêmes choses au même moment, c'est de se demander comment est-ce qu'ils peuvent avoir le désir de faire les mêmes choses au même moment. Évidemment, toutes ces coïncidences par lesquelles les jumeaux ont l'impression d'avoir les mêmes idées, les mêmes douleurs, les mêmes pensées au même moment, toutes ces coïncidences ne sont pas fortuites, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit du désir qu'ont ces deux jumeaux de cultiver leur ressemblance. Ainsi, selon Serge Tisseron, c'est avant tout par désir de se ressembler que Brigitte et Catherine multiplieraient ces petites coïncidences. Mais il y a plus troublant. L'une dit ressentir physiquement ce qui arrive à l'autre. Un jour, je me sentais pas bien, j'avais tous les symptômes de la femme enceinte et je savais que ça pouvait pas être moi. Donc j'appelle Catherine, je lui dis, écoute Catherine, t'es sûre que t'es pas enceinte parce que moi j'ai tous les symptômes et c'est pas moi. Et elle me dit, mais non, je suis pas enceinte, non. Et 3 semaines après, elle m'appelle, elle me dit, mais Brigitte, t'as raison, ça y est, c'est bon, je suis enceinte d'un mois, enfin voilà. Et c'était moi qui avais tous les symptômes et elle avait rien du tout. Comment expliquer une proximité aussi grande entre deux personnes? Des jumeaux
qui tiennent à affirmer leur similitude, leur proximité, vont toujours trouver le moyen de s'envoyer des petits messages qui vont passer inaperçus aux observateurs, qui même, pour une part, ne seront pas reçus consciemment par les jumeaux eux-mêmes, mais qui vont leur indiquer en quelque sorte le comportement à suivre pour faire les mêmes choses au même moment. Et parfois, pour les jumeaux, cette sensation de pouvoir se comprendre à mots couverts va tellement loin qu'elle confine à la télépathie. Karine et Sandra sont persuadées d'avoir été dotées de ce pouvoir surnaturel. En fait, avec Karine, tout à fait inconsciemment, c'est vrai qu'on se transmet nos pensées, mais d'une manière tout à fait naturelle. Et donc, on peut dire qu'il y a de la télépathie, oui, entre nous. Même des fois aussi, avec le regard aussi, c'est vrai que ça y joue pas mal aussi, des fois. Quand je la regarde, je sais ce qu'elle ressent, oui. Je sais pas comment l'expliquer, non, je t'explique pas. Elle ne se l'explique pas, mais si ce n'est pas explicable, c'est scientifiquement prouvable. Pour vérifier les dires des jumelles, nous avons décidé de leur faire subir un test. Rendez-vous est donc pris chez le docteur Auriol, un psychiatre passionné par les phénomènes paranormaux. Docteur Bernard Auriol ? Oui. Bonjour, Karine Nicoletto. Karine Nicoletto. Bonjour, Sandra. Sandra, entrez, je vous prie. Les deux jumelles sont placées dans deux pièces différentes. Elles ne peuvent ni se voir ni s'entendre. L'assistante du médecin tire au sort une bille de couleur. La cloche retentit pour indiquer à Sandra que sa sœur tente de lui transmettre un message. Karine insère alors une fiche métallique dans la fiche de la même couleur que la bille. Dans l'autre pièce, Sandra tente d'entrer en contact télépathique avec sa sœur pour retrouver la couleur et l'indiquer sur son boîtier. Si la réponse est bonne, l'ampoule s'allume. La satisfaction est totale. Le premier essai est un succès. Les jumelles commencent à croire en leur pouvoir surnaturel. Mais c'est une joie de courte durée. Dès le deuxième test, la communication passe mal. Sandra se trompe. Finalement, sur 15 essais, les jumelles n'auront trouvé que 6 fois la bonne couleur. Bon, on peut dire que c'est bien sûr un succès d'une certaine façon, puisque sur 15 au hasard, en moyenne, on aurait 3 bonnes réponses sur 15. Dans la mesure où des jumeaux se connaissent très bien entre eux, la télépathie, probablement, si elle existe, fonctionne mieux qu'entre des inconnus. Et si quelqu'un est inconnu et que je le croise dans la rue, j'ai probablement moins de chances d'avoir de la télépathie avec cette personne qu'avec une personne avec qui j'ai un lien affectif. Bien. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Je suis très Merci content beaucoup, de vous docteur. avoir vu travailler. Au Nous, revoir. pareillement, au revoir. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ce qui est bien, c'est que maintenant, on peut croire en ce qu'on ressent. Ouais, et bien pareil pour moi. Voilà. Je me dis la même chose. Donc, quelque part, c'était positif. Hein. Ben oui, tout à fait. Ouais, moi, j'ai appris plein de trucs maintenant. Ouais. Et... Donc, quand je ressentirai des choses, ouais, je t'écouterai maintenant. Les jumeaux se sentent souvent différents des autres personnes, et en cela, ils ont sans doute raison. Mais entre le fait de se sentir différent et le sentiment d'être investi de pouvoirs magiques, le glissement semble parfois imperceptible. Mais d'autres, sans être jumeaux pour autant, vivent d'incroyables coïncidences. Ils ont des destins tellement similaires qu'ils semblent plutôt relever de phénomènes paranormaux. Est-ce le fruit du hasard ou les coïncidences existent-elles vraiment ? Je me suis intéressé aux coïncidences à partir du moment où je les ai remarquées. Où elles sont apparues. Elles sont devenues presque visibles. De manière remarquable entre nous. Oui. Solange et Jacques n'en reviennent toujours pas. Ils travaillaient dans la même rue, à un numéro près. Mais ils se sont croisés pendant des années sans le savoir. Un jour, au hasard d'un café, ils entament la discussion. Au fil du temps, ils se rendent compte que d'inexplicables coïncidences les rapprochent. Nous avions déjà découvert que nos mères portaient le même prénom, Germaine. Et un jour que nous parlions d'elle, j'ai dit à Jacques, la mienne est née en 1912. Jacques m'a répondu, la mienne aussi. J'ai ajouté en février. Jacques m'a dit, la mienne aussi. Alors là, j'ai marqué un temps d'arrêt et je lui ai dit, ne me dis pas que c'est le 5. Et il m'a dit si. En plus, Jacques et Solange sont nés à quelques heures d'intervalle. Ils ont le même modèle de voiture, de couleur identique, acheté chez le même concessionnaire. Avant de se connaître, leurs assiettes et leurs couverts étaient similaires et ils avaient arrêté de fumer la même année. Aujourd'hui, il leur arrive de se blesser au même endroit, le même jour. Mais ce n'est pas tout.
Mais nos grands-mères portaient le même prénom, sont mortes tout de même l'année de leur 82e année, dans leur 82e année, et de la même cause, vraisemblablement. Alors comment expliquer ces incroyables analogies ? Selon les scientifiques, les coïncidences aussi remarquables qu'elles puissent parfois paraître ne sont pas surprenantes. Pour eux, la plupart ne sont que des événements sans aucune signification. Le moyen le plus simple de l'expliquer en maths s'appelle la probabilité. Il y a quelque chose qui est bien connu en probabilité, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'anniversaire. C'est l'expérience suivante. Vous réunissez 23 personnes prises au hasard et vous allez avoir une chance sur deux, un peu plus d'une chance sur deux, qu'il y en ait deux qui aient la même date anniversaire. Encore plus remarquable, à partir d'un groupe de 57 personnes, la probabilité de trouver deux natifs du même jour est supérieure à 99%. Qu'en est-il des coïncidences déplaisantes ? La fameuse loi des séries existe-t-elle, comme dans le cas des crashs d'avions ? On s'attend du hasard qu'il étale un petit peu les événements, par exemple si ce sont des accidents d'avion, alors qu'en fait, il n'y a strictement aucun étonnement à voir lorsqu'on voit des regroupements. C'est quelque chose de tout à fait naturel avec le hasard. La mystérieuse loi des séries ne serait donc qu'une illusion. Mais le hasard est parfois totalement déconcertant. Le parallèle entre les vies des présidents américains Abraham Lincoln et John Fitzgerald Kennedy est l'exemple le plus connu. Lincoln, le défenseur de l'abolition de l'esclavage et vainqueur de la guerre de sécession. Kennedy, ou JFK, le plus jeune président des États-Unis et l'un des plus populaires. Ils ont été élus avec 100 ans d'écart exactement, en 1860 et 1960. Leur nom de famille est composé de 7 lettres. Leurs épouses sont toutes deux nées un dimanche et ont perdu chacune un enfant quand elles vivaient à la Maison-Blanche. La secrétaire de Kennedy s'appelait Lincoln, mais pas l'inverse. Le nom de leur successeur respectif était Johnson. On pourrait bien sûr dire le hasard, mais moi je pense qu'il y a peut-être un ordre que nous ne connaissons pas qui relie les êtres, les choses, les événements entre eux. Le parallèle ne s'arrête pas là. Un vendredi soir de 1865, Lincoln se rend au théâtre avec son épouse. Il est tué par balle. Le vendredi 22 novembre 1963, Kennedy se rend à Dallas avec son épouse. Il est tué par balle dans sa voiture, une Lincoln. Le premier est abattu dans un théâtre et son assassin s'enfuit dans un entrepôt. Le second est visé d'un entrepôt et son assassin se réfugie dans un théâtre. Les noms complets des deux meurtriers présumés sont composés de 15 lettres. Ils sont nés avec 100 ans d'écart et sont tous deux retrouvés et exécutés avant même d'être jugés. Pour notre mathématicien, l'explication est simple. On a vraisemblablement examiné un très grand nombre de critères, et puis peut-être 100, peut-être 200, peut-être 500, et puis on a retenu un certain nombre de choses quand ça marchait. Plus on met en parallèle une grande quantité de critères, plus il est logique de trouver des similitudes. De plus, la croyance collective a légèrement déformé quelques détails. L'assassin de JFK s'est en fait caché au Texas Theater, qui se traduit cinéma en français. Et les deux meurtriers sont nés avec 99 ans d'écart exactement. Mais malgré ces imprécisions, la liste de rapprochement entre les deux présidents demeure impressionnante. Les explications rationnelles n'empêchent pas certains de croire qu'il existe un lien invisible et inexplicable entre les personnes ou les événements. Les coïncidences auraient-elles un sens caché que nous ignorons encore ? Existe-t-il une vie après la mort et si oui, les défunts peuvent-ils entrer en contact avec nous? Voici une des grandes questions qui ne cesse de tourmenter l'humanité. Eh bien, pour certains, le doute n'est plus permis. Ils sont persuadés de l'existence d'un au-delà. Encore mieux, ils veulent démontrer que ceux qui nous ont quittés communiquent avec nous. Ce sont des adeptes de ce qu'on appelle la transcommunication. Pour communiquer avec les morts, certains utilisent un simple magnétophone, d'autres les tables tournantes. Mais attention, si certains pratiquent le spiritisme en toute bonne foi, d'autres peuvent être victimes de manipulation mentale. Regardez. Peut-on communiquer avec les morts ? Ce phénomène s'appelle la transcommunication. Il est connu depuis plus de 50 ans. C'est la manifestation la plus concrète de l'au-delà. Certaines personnes affirment avoir été en relation avec des voix d'un autre monde. À partir du moment où je pouvais entendre une voix, et qu'aujourd'hui personne ne m'a encore expliqué comment il était possible que j'obtienne la voix de Michel alors qu'il était dans un trou, dans un cercueil, je suis forcée d'y croire. Alors, imagination ou réalité ?
La transcommunication est-elle prouvée? Y a-t-il une vie après la mort? Avant tout, La voix que vous entendez provient d'un enregistrement exceptionnel. Elle aurait été laissée par un enfant mort dans de terribles circonstances à l'âge de 16 mois. Pour vous, là, vous êtes formel, la voix qu'on vient d'entendre, c'est celle de votre fils, il n'y a aucun doute. Absolument. Bien sûr. Pour Chantal et Vincent Alsoc, c'est certain. La personne que l'on entend sur cette cassette est bien la voix de leur fils Floris. Il demande à son père d'oublier le drame de sa mort et de continuer à s'occuper de sa famille. En effet, Vincent Alsoc n'a jamais réussi à faire le deuil de son fils. Cartésien, il ne croyait pas à l'au-delà. Mais un jour, il décide que le seul moyen de s'en sortir est d'essayer de communiquer avec son fils. J'ai pris un magnétophone usagé avec une cassette usagée. J'ai introduit la cassette dans le magnétophone en appuyant sur REC et play pour enregistrement. J'ai déposé le magnétophone à côté de mon lit, vu que c'était dans ma chambre, sur la table de nuit. Et j'ai laissé tourner pendant 45 minutes. Le lendemain matin, j'ai réécouté la cassette et sur ces 45 minutes était imprimé le message que vous avez entendu. Mais comment expliquer que l'enfant mort à l'âge de 16 mois puisse aujourd'hui avoir la voix d'une personne plus mûre? L'explication est toute simple. Si tant soit peu, on pourrait dire simple dans la mesure où il y a une constante évolution dans l'au-delà. Donc les enfants grandissent et les personnes plus âgées rajeunissent. On arrive à ce qu'on appelle communément un âge de raison, où tout le monde, selon le degré d'élévation, est à même de pouvoir laisser un message et de s'exprimer en tant que tel. Un enfant de 16 mois ne peut pas, évidemment, dialoguer de cette façon, ça c'est certain. Mais comme Vincent le dit, moi je dirais même que l'esprit, en tant que tel, n'a pas d'âge. Ce qui fait qu'en effet, on est tous au même niveau quand on part. Aujourd'hui, pour Vincent Alsoc, Floris n'est pas décédé. Il continue juste sa vie dans un autre monde. Et bien que leur retrouvaille n'est pas pour tout de suite, le couple est persuadé qu'un jour ils retrouveront leur fils. Je suis sûr que quand Dieu l'aura décidé, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on se retrouvera tous ensemble de l'autre côté. Vincent et Chantal Alsoc veulent y croire, et ils ne sont pas les seuls. Des centaines de personnes prétendent pouvoir communiquer avec l'au-delà. Corinne Kizakanin a aussi fait l'expérience. C'est après le décès de son mari Michel, mort dans un accident de voiture, que Corinne va tenter de communiquer avec lui à l'aide d'un simple magnétophone. Il faut bien comprendre l'état d'esprit dans lequel on se trouve lorsqu'on a perdu quelqu'un. Et lorsque j'ai tenté, j'ai dit je vais essayer moi aussi la transcommunication. C'est toute seule, devant un micro, devant une cassette, donc il n'y a pas de trucage, il ne peut pas y avoir aucun charlatan. Il n'y a pas tout ce tralala que l'on met à côté, les Vierges Marie, les bougies. 2 mois après la mort de son mari, Corinne va enfin trouver une réponse. Lorsque j'ai entendu le premier message de Michel, j'étais toute seule chez moi. Vous voyez un petit peu la maison, on est perdu dans la forêt, en pleine campagne. La première fois que j'ai obtenu le message de Michel, j'ai eu peur. Je faisais tout pour obtenir un message, et pourtant lorsque je l'ai obtenu, j'ai eu très peur. C'est pas très audible. Je t'aime tout simplement. Je t'aime. La première fois, là dans le message qu'on a écouté, c'était je t'aime. Choquée, Corinne ne peut y croire. Elle ne trouve pas d'explication rationnelle, mais elle est certaine que c'est la voix de son mari. À partir du moment où je pouvais entendre une voix et qu'aujourd'hui personne ne m'a encore expliqué comment il était possible que j'obtienne la voix de Michel alors qu'il était dans un trou, dans un cercueil, je suis forcée d'y croire, je suis obligée d'y croire et c'est vrai que j'ai envie d'y croire. En effet, ces personnes touchées par des drames ont besoin d'y croire pour continuer à vivre. Des chercheurs auraient certifié que ces phénomènes ne pouvaient être que paranormaux. Pour identifier l'individu, il existe des méthodes qui sont fiables, qui ont été testées statistiquement, dont on peut assurer la validité, qui sont essentiellement les empreintes digitales. Et plus récemment, depuis une dizaine d'années, on a les empreintes génétiques qui sont une partie du corps. Des chercheurs auraient même certifié que ces voix ne pouvaient être que des phénomènes paranormaux.
Louis-Jean Boé est chercheur au CNRS. Nous lui avons fait écouter la voix de l'enfant Alsoc et pour lui, il n'y a aucun mystère. Ce type d'enregistrement correspond à une voix tout à fait normale qui a été, enregistrée en très mauvaises conditions, volontairement ou non, avec le microphone très près de la bouche, avec du bruit superposé et avec une déclamation un peu particulière. Cette voix n'a rien de particulier. On peut obtenir ce type d'effet très facilement. Selon le chercheur, cette voix si précieuse au couple Alsoc ne serait que la voix d'une personne encore vivante et non celle de leur fils. Bien que les scientifiques réfutent l'idée de communiquer avec les morts, des centaines de personnes continuent de croire en ces phénomènes et tentent de nous le prouver. C'est le cas d'une association, l'IFRES, l'Institut français de recherche et d'expérimentation Spirit, dirigé par Jean-Luc Royen et Joël Huri. Selon eux, il y a plusieurs manières de communiquer avec les morts. Nous avons ici un exemple des images que l'on peut recevoir ici dans cet atelier à travers notre module de contact. Pour obtenir ces images, Jean-Luc et Joël ont utilisé ce module. Le principe est simple, 2 caméras se filment entre elles. Bon alors maintenant on va éteindre et puis on va essayer de faire bon le Larsen, hein. D'accord ? Attention, hop là. Le Larsen, c'est tout simplement un phénomène de parasite. Il est dû au fait que les caméras soient reliées entre elles. L'ordinateur, lui, est là pour détecter la moindre manifestation surnaturelle. Et des manifestations surnaturelles, Jean-Luc et Joël disent en avoir reçu beaucoup depuis leur début. C'est une des images, à notre avis, les plus intéressantes que nous avons reçues. Elle fait suite à une série d'expériences que nous avons faites sur plusieurs mois. Elle nous montre, d'une certaine manière, le genre d'image que l'on peut recevoir. Alors, c'est encore un petit peu flou, mais on se rend bien compte qu'il y a là une manifestation visuelle, en tout cas, qui ressemble à une image d'un être humain. Comment ces visages peuvent-ils arriver de nulle part ? Pour comprendre ce phénomène, nous avons renouvelé la même expérience avec un spécialiste vidéo. Il a relié un téléviseur face à une caméra. Après seulement quelques minutes, nous sommes parvenus à discerner un visage. Plus impressionnant encore, en cherchant bien, nous avons obtenu cette forme qui se passe de tout commentaire. Les gens ne comprennent pas forcément le fonctionnement d'un caméscope et d'un téléviseur. Ils voient les images et automatiquement, ils vont extrapoler et voir des choses où il n'y en a peut-être pas. Je pense que c'est l'imaginaire après qui entre en jeu. Bien que scientifiquement la transcommunication reste encore à prouver, certains continuent de développer ce phénomène dans le monde entier. Nous avons rencontré l'un d'entre eux, il s'appelle François Brune. C'est le pape de la transcommunication. Pour lui, pas de doute, ça existe. Il me semble que la grande difficulté des gens pour admettre ce genre de phénomène, c'est que ça correspond à un changement complet de la vision du monde. Comprendre que notre monde est continuellement entouré, surveillé, aidé par des êtres invisibles qui sont innombrables et qui sont sans cesse autour de nous. Et je reconnais que ça peut effrayer un certain nombre de gens, ça peut avoir l'impression de les ramener à l'obscurantisme. Bien que François Brune aide au développement de la transcommunication dans le monde, il en connaît les dangers et admet qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Il est vrai qu'il faut signaler le danger. Il y a un certain nombre de gens que ça conduit sans aucun doute finalement aux hôpitaux psychiatriques. Et comme les psychiatres ne connaissent rien à ces phénomènes, la seule façon qu'ils aient de les soulager, c'est par des neuroleptiques, des tranquillisants, ce qui n'est pas la bonne solution. Mais il est vrai qu'il y a un réel danger de perdre l'équilibre mental. Il faut toujours garder une certaine réserve, un certain sens critique. François Brune a consacré sa vie à la transcommunication, écrit des livres et aidé des gens. Mais rien ne prouve aujourd'hui que ce phénomène soit réel. Pour d'autres, tout ceci n'est que manipulation. Banlieue parisienne, le château de Thoiry va servir de décor à une expérience des plus dérangeantes. Avec la complicité de Pascal de Clermont, nous allons assister à une fausse séance de spiritisme. Pourtant, Pascal n'est pas médium, mais mentaliste. Autrement dit, un spécialiste de la manipulation mentale. Quant aux participants, ils ne sont pas informés de la supercherie. On va essayer de voir ce soir, c'est si sans faire appel réellement à une entité spirite, il ne peut pas se passer certaines choses. Maintenant, on va plutôt compter sur la psychologie des gens, leur état, l'égrégore, donc l'espèce de force qu'ils vont faire entre eux, ainsi que sur un petit peu de mise en scène, bien entendu, pour se mettre dans l'ambiance. Il faut sortir du cliché d'Hollywood.
Une séance spirit, c'est pas la table qui flotte à 15 mètres au-dessus du sol, les gens allongés, là aussi collés au plafond, les murs qui saignent, les chaises qui volent. Ça n'existe pas à ma connaissance. Table de Ouija et encens, tout est prévu pour créer une véritable ambiance ésotérique. À 23h, pendant que Pascal se concentre, les convives arrivent au château. Et qu'ils croient ou non aux esprits, chacun semble attendre beaucoup de cette séance. J'y crois parce que je pense qu'on peut voir au-delà. Je pense qu'il y a des phénomènes qui se passent, qui doivent se passer. J'espère pouvoir assister à quelque chose de convaincant. Je suis sceptique, c'est pour ça que je viens. Je suis un petit peu comme saint Thomas, je crois ce que je vois. C'est vrai que je suis un petit peu sceptique. J'ai eu beaucoup d'échos ou de témoignages disant qu'il y avait quelque chose derrière. Mais j'ai envie de voir par moi-même, vraiment. J'attends de la séance de ce soir, c'est de me prouver qu'il y a quelque chose d'autre. Depuis plus de 150 ans, des dizaines de prétendus spirites s'évertuent à inventer des trucages, grossiers ou subtils, mais toujours étonnants. Du coup, difficile de savoir si les esprits nous parlent ou si tout cela n'est que tour de magie. L'histoire du spiritisme commence en 1848 dans l'État de New York. Les sœurs Fox font la une des journaux. Elles prétendent communiquer avec des esprits en décryptant de mystérieux coups donnés dans les murs. Plus tard, elles avoueront avoir triché et menti. Et pourtant, il faudra seulement 6 ans au spiritisme et aux tables tournantes pour passionner le monde entier. Mais le vrai fondateur du spiritisme reste Allan Kardec, un médecin lyonnais né en 1804. Sa tombe, au cimetière du Père-Lachaise à Paris, fait toujours aujourd'hui l'objet d'un véritable culte. Gravé dans la pierre son credo, naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi, devient la philosophie de tous les cercles spirites. Si dès le début, les fausses preuves de l'existence des esprits se sont accumulées, abusant de la crédulité du plus grand nombre, aujourd'hui avec le recul, il est relativement facile de voir dans ces documents les procédés rudimentaires de soi-disant spirites. Ici, par exemple, on cherche à faire passer un simple drap pour un fantôme. Là, on veut nous faire croire avec du coton, du tissu ou même des dessins que des esprits se matérialisent. Alors comment nos invités vont-ils réagir à la manipulation de Pascal? Retour à notre expérience. Il est minuit et notre médium s'apprête à rentrer en scène. Tout d'abord, bonsoir. Mon prénom est Pascal, Pascal de Clermont. Et ce soir, vous le savez, on va tenter quelques petites choses un petit peu différentes. Après un court briefing, les invités sont prêts à jouer le jeu. La séance peut donc commencer. Fermez les yeux et concentrez-vous. Faites le vide et respirez calmement. Esprit, es-tu là? Si tu es là, manifeste-toi. Là, on y est en plein. Esprit, manifeste-toi, il faut bien se dire qu'un esprit censé et normalement constitué a autre chose à faire que venir nous voir dans cette soirée. Donc on va justement pallier à ça. Et on va les appeler longtemps. Et là, on est dans la deuxième phase. Là, les gens sont conditionnés, à ma voix, ils sont conditionnés à être hypersensibles à ce qui va se passer autour d'eux, ils sont attentifs. Pascal va user de tous les stratagèmes afin de maintenir le conditionnement des convives. En simulant un phénomène de transe, il tente de nous faire croire qu'il communique avec un esprit. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. J'ai quelque chose qui m'est arrivé. Quel est le prénom de cet esprit que vous appeliez? Jean. C'est Jean. Bluffant. Aude n'en revient pas. Pascal vient de lâcher le prénom de son grand-père décédé. Je ne connaissais pas effectivement le prénom de l'esprit, ou du décédé ou du disparu, auquel Aude tenait assez pour justement tenter de l'appeler. Et par des procédés divers, psychologiques, multiples, j'ai pu deviner ce qui pour eux est un miracle, déjà. Donc le décor là est plus que planté, l'action a commencé, l'introduction a été faite, c'est à eux d'entrer en scène. Voilà maintenant, esprit, manifeste-toi, oui tu es là, on le sait, tu es présent. Tu es présent, esprit. Maintenant, déplace-toi, levez votre coude. Indique-nous l'initiale de ton nom de famille. Pointe l'initiale de ton nom de famille, maintenant. Voilà, tu es Jean quoi? La séance se poursuit maintenant avec le Ouija.
Le mentaliste se montre de plus en plus virulent. Il cherche à étourdir ses invités par la parole. Cette manière d'agir fait aussi partie du spectacle. Là, Aude est en transe. C'est très intéressant parce qu'on voit vraiment que la transe est totalement réelle, profonde, tout en étant pas inconsciente. C'est une transe consciente. C'est-à-dire que lorsqu'on la voit de face, elle a les yeux ouverts, elle peut parler, mais tout son corps, à partir de sa tête, tout ce qui est plus bas ne lui appartient plus quelque part. Et là, elle va effectivement donner la date de son anniversaire, l'esprit va lui révéler des choses. Aude reste très impressionnée par l'expérience qu'elle vient de vivre. Mieux, ses attentes du début semblent avoir été comblées. Ouais, c'est une expérience assez déroutante. Pascal ne connaissait pas du tout le prénom de la personne qui est décédée, en l'occurrence mon grand-père. Et c'est la seule personne de mon entourage, par chance, qui soit décédée. Ce qui est sûr, c'est qu'il a découvert, qu'il a trouvé son nom. Donc ça, c'est vrai que c'est très déroutant. Pascal va maintenant essayer d'entrer en contact avec un deuxième esprit. Va-t-il obtenir une réponse de l'au-delà? Et si oui, à qui l'esprit va-t-il vouloir s'adresser? Esprit, es-tu là? Manifeste-toi. Donne-moi ton prénom, esprit. Manifeste-toi si tu es là. R, c'est ça? O, c'est ça? B, est-ce que c'est B? Est-ce que c'est B? Jarod, est-ce que Robert vous dit quelque chose? Oui. C'est lui que vous appeliez? Oui. C'est sûr? Oui, sûr. Esprit, reste avec nous. Mais Jarod ne semble pas se prendre au jeu. Il refuse de répondre aux sollicitations de son ancêtre Robert, malgré l'insistance de notre faux médium. Esprit, manifeste-toi au travers de Jarod. Ça va être beaucoup plus lent, hein? Comme ça. Là. Jarod est un sujet très intéressant. Un sujet très intéressant parce que c'est une personne qui va manifester complètement une séparation totale. Il va essayer de contrôler, il va essayer de ne pas faire ce qu'on appelle le lâcher-prise. Et il y a peut-être une inquiétude, il y a quelque chose, parce qu'il nous dira lui-même à la fin, dès le début j'en avais assez, je voulais arrêter. Et je me demandais si ce n'était pas des mouvements inconscients de ma main. J'ai souvent demandé, Esprit, veux-tu continuer à te manifester? Esprit, veux-tu continuer? Et alors que Jarod nous disait, lui, il nous a dit après non, moi je ne voulais pas continuer, l'Esprit allait sur oui, oui en permanence. Donc on peut la comprendre, quoi, de toute façon. Contrairement à Aude, qui a trouvé la séance pour le moins déroutante, Jarod, lui, reste sceptique quant à son expérience surnaturelle. Le fait de moi d'être sur la Ouija, j'avais l'impression que c'était vraiment moi qui dirigeais, qui pensais que c'était pas quelqu'un qui parlait au travers de moi. Et en plus, c'est vrai qu'il y a un moment où j'étais énervé, le fait que vous bougiez ma main, tout ça, ça m'a franchement perturbé et énervé. Parce que j'avais l'impression d'être contrôlé par quelqu'un, entre autres par vous, mais pas que ça vienne de quelqu'un qui passait... comme on dit dans les canaux ésotériques, pour venir jusqu'à l'intérieur de vous pour discuter, je l'ai pas vraiment ressenti comme ça. Si les avis restent partagés sur la présence des esprits, force est de constater que personne n'a remis en doute l'identité de Pascal de Clermont, notre faux médium. En ce sens, l'expérience est donc concluante. Reste juste une question. Pendant la séance, esprit, étais-tu vraiment là ? Musulmans, juifs, bouddhistes, catholiques, croyants ou athées, nous avons tous entendu parler de miracles, de guérisons subites obtenues par la prière, par la foi. Vrai témoignage ou simple rumeur? L'Église reste très prudente sur ces phénomènes. Elle en reconnaît néanmoins quelques-uns, 66 seulement sur 7000 déclarés. Nous avons rencontré le 66e miraculé de Lourdes, Jean-Pierre Belly. Mais alors, cette guérison miracle pourrait-elle s'expliquer par une maîtrise de l'esprit sur le corps? Dans ce sujet, vous allez également découvrir 3 hommes capables de résister aux conditions les plus extrêmes grâce à la puissance de leur mental. Vous allez voir les portraits étonnants de ceux dont l'esprit domine le corps. Tout de suite, enquête. Nous avons tous entendu parler des miracles de Lourdes. Peu d'entre nous y croient. Mais ce qui va suivre a de quoi laisser sans voix. Il s'agit de l'histoire d'un homme simple, qui un beau matin d'octobre, en plein cœur de la Sainte Cité, retrouva subitement l'usage de ses 2 jambes. Son nom, Jean-Pierre Belly. Il fut le 66e miraculé de Lourdes. Quand je suis arrivé à Lourdes, j'ai fait cette prière toute simple. Je dis, écoute Seigneur, toi tu me connais, tu sauras bien me donner ce que tu as de meilleur. Atteint d'une sclérose en plaques depuis plus de 10 ans, Jean-Pierre est venu à Lourdes avec pour seul objectif de trouver là la force de pouvoir affronter la mort. Ma santé déclinait de façon très importante.
Et pour moi, aller à Lourdes, c'était aller chercher un réconfort qui allait m'aider dans ma route à poursuivre, quoi. Le docteur Fontano s'est occupé de Jean-Pierre durant de nombreuses années. Il a vu la santé de son patient décliner jour après jour. Alors je ne sais plus du tout, c'est quelqu'un qui avait besoin de l'aide d'une personne extérieure pour vivre dans les actes quotidiens de la vie, même pour se mettre du fauteuil à la table. La maladie de Jean-Pierre était a priori incurable. Sa dégénérescence semblait irréversible. Ici, vous voyez les taches blanches qui correspondent en fait aux lésions de la sclérose en plaques, aux plaques qui donnent le nom à cette maladie. Alors ces plaques sont réparties en fait au niveau des voies de conduction, des fils électriques qui permettent de transmettre l'information. Ces fils électriques comportent un fil et autour une gaine qui s'appelle la myéline. Et c'est cette gaine en fait qui est détruite au cours de la maladie. La destruction de cette gaine empêche progressivement les influx nerveux de passer et conduisent petit à petit le patient à une paralysie certaine. C'est donc dans un fauteuil roulant que Jean-Pierre Belli arrive à Lourdes, ayant perdu tout espoir de pouvoir guérir un jour. Le 7 octobre, c'était un mercredi après-midi, nous étions rassemblés sur l'esplanade et on attendait l'arrivée de la procession du Saint-Sacrement. Il y a une dame en blanc qui s'est dirigée vers moi, toute souriante, et puis qui s'est mise à me parler. Je la connaissais pas, j'ai pas du tout reconnu cette dame, mais très souriante. Son sourire m'a beaucoup touché et elle s'est mise à me dire « N'ayez pas peur, ayez confiance, maman Marie va remettre bon ordre à tout cela. » Jean-Pierre ne saisit pas tout de suite la portée de ces mots. Alors, sur le coup, ces paroles sont pénétrées vraiment au plus profond de moi-même, mais m'ont vraiment troublé parce que je ne comprenais pas. Et j'allais comprendre le sens de ces paroles qu'à la fin du pèlerinage. À ce moment-là, tout a basculé autour de moi. J'avais l'impression d'être ailleurs et toutes mes angoisses, toutes les questions que je pouvais me poser, tous les scrupules que j'avais, tout ça a été balayé en un instant. À ce moment-là, Jean-Pierre pense avoir trouvé ce qu'il était venu chercher à Lourdes, l'apaisement et la sérénité qui lui permettront de continuer son combat contre la maladie. Mais le soir venu, un événement bien plus incroyable va soudain se produire. Au moment où on m'a déposé sur mon lit, j'ai commencé à avoir froid. Un froid intense qui venait pas de l'extérieur, qui venait de moi-même. Et c'est au plus profond de ce froid que j'ai senti une petite chaleur qui a commencé à naître au bout de mes orteils. Mais très faible d'abord. Et puis qui a pris petit à petit de l'ampleur, envahissant mes pieds, mes jambes, tout mon être entier. Et j'avais l'impression de rêver. Mais Jean-Pierre ne réalise pas tout de suite ce qui est en train d'arriver. Il se rendort presque aussitôt. Alors dans la nuit qui a suivi, j'ai senti une main qui s'est posée sur ma hanche. Et puis une idée m'a traversé l'esprit à ce moment-là. Comme si quelqu'un me disait « Allez, lève-toi, marche ». J'ai glissé de mon lit, j'ai mis les pieds par terre. J'ai commencé à faire mes premiers pas, mais comme un bébé qui apprend à marcher. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il semble que la maladie de Jean-Pierre se soit à ce moment-là envolée. Devant cet événement-là, c'est tellement une grande surprise que je crois que sur le moment, j'ai rien pu dire. Alors, les médecins qui m'ont ausculté ont constaté d'emblée, disons, comme ils disaient à l'époque, tout à fait au début, l'amélioration spectaculaire qui s'était produite. Guérir de la sclérose en plaques est impossible. Mais certains paralysés peuvent néanmoins se remettre à marcher. Ça a tout l'air d'un paradoxe, mais il y a une explication à ça. Le handicap dans la sclérose en plaques est lié à l'atteinte du système nerveux. Elle n'est pas psychologique. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un petit handicap d'origine neurologique et un gros facteur psychologique et peuvent paraître beaucoup plus atteints qu'ils ne le sont en réalité. D'accord, donc s'ils sont couchés, c'est pas forcément d'origine, je veux dire, organique, quoi. Tout à fait. C'est pas forcément d'origine organique, ça peut être d'origine psychologique. Aucun document ne prouve la disparition de la maladie de Jean-Pierre Belli. Et pour cause, il n'a fait aucun scanner du cerveau, ni avant ni après sa guérison. Difficile donc de savoir quel était réellement son état. Et à l'entendre, le facteur psychologique chez lui n'était pas négligeable. Je me culpabilisais pour un rien, pour des fautes peut-être que j'avais commises, mais j'avais demandé pardon auparavant. Mais je ressassais ça sans arrêt. Malgré toutes ces zones d'ombre, Jean-Pierre a tenu à ce que sa guérison soit officiellement reconnue comme miracle. Or, ne se dit pas miraculé qui veut.
il existe à Lourdes un bureau qui officialise, labellise, entérine les miracles. Depuis 1858, 7000 personnes ont déclaré avoir été guéries. Pourtant, l'Église catholique n'a officialisé que 67 guérisons miraculeuses. Pour que les guérisons soient reconnues, il faut que la maladie soit grave, de pronostic fatal, on ne garde que ces maladies-là. Deuxièmement, que le diagnostic soit précis, assuré. Troisièmement, que ce soit une maladie organique, lésionnelle, ce qui élimine toutes les maladies psychologiques, fonctionnelles ou nerveuses. Quatrièmement, qu'il n'y ait pas eu de traitement expliquant la guérison. Donc ça, c'est à discerner, c'est pas toujours évident. Cinquièmement, que la guérison soit subite, soudaine et instantanée, ce qui est très caractéristique de Lourdes. Sixièmement, qu'elle soit complète. Et septièmement, qu'elle soit durable. Ce n'est pas une rémission, c'est véritablement une guérison. Ainsi, la guérison de Jean-Pierre a bien été officiellement déclarée comme étant un miracle. Reste une question que Jean-Pierre se posera sans doute jusqu'à la fin de ses jours. Pourquoi lui et pas un autre? Alors ça, c'est la grande question qu'on me pose souvent. Pourquoi vous et pas un autre? Alors là, j'ai pas de réponse. C'est difficile. Comme je dis, c'est le secret de Dieu, ça. Force de l'esprit, force du Saint-Esprit, ce pèlerinage à Lourdes a bel et bien donné à Jean-Pierre la capacité de marcher à nouveau. Libre à chacun de nous de voir derrière cette guérison subite la présence ou non d'une force suprême. D'autres hommes possèdent des corps fantastiques. Ils parviennent à défier toutes les lois de la nature. Les expériences que nous allons vous montrer sont exceptionnelles. On l'appelait l'homme invulnérable. Mirin Dayo était un fakir hollandais aux capacités uniques au monde. En 1947, devant une assemblée de scientifiques, il va réaliser un exploit. Se faire transpercer le poumon droit par une épée. Pas une goutte de sang ne coule, comme si les plaies se refermaient instantanément. Pas un signe d'émotion sur son visage, comme s'il ne ressentait aucune douleur. Jusqu'à aujourd'hui encore, Mirin Dayo est le seul à avoir réalisé cette prouesse historique inexplicable pour les scientifiques. Un secret bien gardé qu'il emportera dans sa tombe. Il pose alors une question. À quel point le mental peut-il contrôler le physique? Avec plusieurs records incroyables à son actif, le yogi Kudu semble détenir une partie de la réponse. Le mental, normalement, contrôle le corps à 90% ou 80%, parfois même 19%. Si le physique a mal quelque part, pour l'enlever cette douleur, le physique a besoin du mental. Je ne suis pas un Superman. Donc si j'ai pu arriver à le faire, celui qui le veut le peut. Mais le yogi Kudu est le seul à dépasser les limites de son corps dans certaines situations extraordinaires. Il a été sacré recordman pour être resté 6 heures dans une petite boîte, mesurant 40 cm de longueur et de largeur et 50 cm de hauteur. Autre record fabuleux, tenir 55 minutes sous l'eau sans oxygène dans une boîte recouverte de glaçons. Aujourd'hui, le yogi va faire une expérience invraisemblable. Arrêter son sang dans une artère de son choix. Cela peut être très risqué. Dans le pire des cas, il pourrait faire un arrêt cardiaque. Un cardiologue va surveiller et accréditer l'expérience à l'aide d'un Doppler. Cet appareil contrôle la circulation dans les vaisseaux sanguins. Moi, j'ai absolument pas bougé mon Doppler de l'artère radiale, ce qui pourrait être une cause de disparition du flux au niveau de l'artère. Le médecin fait très attention à bien positionner son Doppler. L'erreur est donc impossible. Pourtant, le miracle va se produire. C'est incroyable. Le flux sanguin disparaît pendant une quinzaine de secondes. Ça reste mystérieux. Le mental, le yogi Kudu contrôle effectivement parfaitement. Et heureusement qu'il ne l'a contrôlé que sur un segment d'artère, parce que quand la pression artérielle s'est effondrée, je le regardais visiblement savoir s'il allait perdre connaissance et si la pression artérielle du corps entier allait s'effondrer, ce qui n'a pas été le cas. Le yogi Kudu aimerait que le plus grand nombre puisse contrôler son physique pour apprendre à s'auto-soigner. Pour l'instant, c'est un rêve un peu fou. Ce serait dommage, je pense, qu'on puisse dire ce genre de contrôle mental sur le corps physique est possible, oui, mais pour un yogi sur une personne sur plusieurs milliers ou milliards de personnes. Je trouve que ce serait dommage. Si quelque chose est possible pour moi,
je pense alors qu'il est possible pour tout le monde. Une autre personne entretient l'espoir que nous pourrions dominer notre corps par notre seule force mentale. L'histoire de Maurice Daubard est à peine croyable. On le surnomme le yogi des extrêmes. À 18 ans, atteint de multiples pathologies, dont la tuberculose et l'anémie, il passe 5 ans dans les hôpitaux. Il est alors condamné par les médecins à être handicapé à vie. Mais une initiation au yoga change sa vie pour toujours. Il apprend le Tummo, une discipline tibétaine de contrôle de la chaleur du corps dans des conditions de froid extrême. Si l'homme s'abstreignait à des disciplines comme le froid, il retarderait probablement l'échéance du vieillissement prématuré. Donc ça rend tonique, ça dynamise l'individu. Une fois qu'on a été au froid, on a le feu. Le feu est en soi, quoi. On déclenche le feu. Aujourd'hui, à près de 80 ans, Maurice est en pleine forme. Il est devenu le spécialiste européen du Tummo qu'il enseigne depuis 40 ans. Cette station des Alpes va servir de décor à la démonstration de sa résistance physique exceptionnelle. Nous sommes à 2800 mètres d'altitude par -5 degrés. Le défi, rester nu sous la neige pendant 1 heure. Une personne normale ne tiendrait pas plus de 10 minutes. Selon le médecin de la station de ski, l'expérience paraît irréaliste et très dangereuse. On ne peut pas la cautionner, c'est évident que moi je suis ici au cas où il y arriverait quelque chose, mais on ne peut que déconseiller de faire des choses comme ça, parce que c'est un risque important. C'est comme un état de dépassement, quoi. On est un peu habité d'irréel, si vous voulez. Une fois que je suis sous la neige, c'est fini, quoi. La démarche est faite. Je sais que je vais sortir. Il n'y a plus que le combat de l'homme par rapport à lui-même. Il combat contre lui-même. Maurice doit être rigoureusement droit, car avec une mauvaise posture, l'expérience pourrait être compromise. Il ne garde que son slip pour être totalement immergé sous la neige. Alors, vous commencez à chronométrer dès que je suis dedans. Aucune partie du corps ne doit être oubliée. C'est énergique, encore un petit peu de ce côté. J'en ai pas sur l'épaule droite. Voilà, c'est bien. Merci. La température de la neige est de -5 degrés. Cela fait maintenant 20 minutes et un homme normal aurait déjà frôlé la mort. Mais Maurice a réellement l'air dans son élément. C'est un décor très fort. C'est très fort le lieu. Cet air insouciant cache en réalité une énorme concentration. Les risques pour sa santé sont vraiment nombreux. Alors Maurice tiendra-t-il le coup ? Le médecin de la station, qui observe régulièrement les dégâts du froid sur les victimes de la montagne, est très sceptique. Le premier risque, le risque vital, c'est le risque de fibrillation ventriculaire. Les fibres cardiaques se mettent à battre de façon anarchique, indépendamment les unes des autres, et le cœur devient inefficace. Et ça entraîne évidemment la mort à court terme s'il n'y a pas de défibrillateur, s'il n'y a pas une réanimation. Et il y a des risques de gelure, bien sûr. Au bout d'une demi-heure environ, le froid se fait sentir. Maurice grelotte. Il semble avoir atteint ses limites. Finalement, après 3 quarts d'heure, il nous demande de l'aider à sortir de toute urgence. Son corps semble tétanisé. Il faut faire vite. Alors quel est l'état de Maurice ? Le médecin n'en croit pas ses yeux. Il m'impressionne. Pourquoi ? Parce que il a le thorax est chaud. C'est surprenant, après avoir passé 45 minutes dans de la glace, en contact direct. Je ne sais pas comment je serai, mais pas comme ça. En effet, par le passé, l'expérience effectuée sous haut contrôle médical prouvait que sa température passait seulement de 37,4 à 36,9. Sa tension et son rythme cardiaque ne variaient pas. Un phénomène, c'est tout ce que les scientifiques ont pu conclure. C'est difficile après. 20 minutes. Maurice Daubard et le yogi Koudou peuvent apparaître comme des surhommes au commun des mortels. Ils parviennent avec aisance à défier les lois de la nature. Pourrions-nous tous développer un pouvoir mental sur notre corps ? L'avenir ouvrira-t-il une voie vers un progrès dans ce sens ? Tous les doutes et tous les espoirs sont permis. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant pour la seconde partie de Face à l'étrange. À tout de suite. L'armée américaine utiliserait des voyants comme agents secrets.
Leur mission, anticiper des attaques militaires et terroristes, ou encore localiser des sites de missiles. Nom de code de cette opération, Stargate, enquête au cœur de la CIA. Les hommes politiques sont-ils envoûtés? Nous avons rencontré Claude, sorcier de son état, qui maraboute les lieux de pouvoir. Bleu, jaune, rouge, vert, gris, de quelle couleur êtes-vous? Eh oui, nous serions tous entourés de halos de couleurs, en fait d'une aura, c'est-à-dire d'une enveloppe magnétique invisible qui dit tout de nous. Notre état de santé, notre humeur, notre personnalité. Et certains affirment non seulement pouvoir lire cette aura, et donc déterminer qui nous sommes, mais aussi la guérir quand elle va mal. Ces lecteurs d'aura sont-ils des charlatans ou possèdent-ils vraiment un don surnaturel? À vous de juger. Ce qui est intéressant chez Vincent, c'est qu'il a plein de niveaux énergétiques. À chaque fois que je passe la main, hop, là, de temps en temps, il y a des petits flottements. Il est toujours en mouvement. Il y a du rose, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du mauve, il y en a de toutes les couleurs. Contrairement aux apparences, Rosine n'est pas artiste peintre ni même styliste, mais simplement lectrice d'aura. Un métier peu connu mais fort lucratif. En effet, peu d'entre nous ont le privilège de lire dans les gens comme dans un livre ouvert. Effectivement, je vois ça depuis que j'étais toute petite. C'est comme quand on est gamine et qu'on a 2 ans et qu'on est là, on s'amuse à plisser les yeux puis qu'on regarde, puis on se dit tiens, c'est drôle, il y a une petite lumière blanche, tiens, il y a un petit truc bleu. L'aura, c'est cette enveloppe magnétique invisible qui nous entoure en permanence. Il y a des gens qui sont extraordinairement lumineux et que c'est vraiment un plaisir de les regarder. Et puis, il y a des gens qui sont gris. Mais concrètement, l'aura, ça ressemble à quoi? Ça fait comme un œuf tout autour de la personne et un œuf dans lequel il y a toute une vie, il se passe des tas de choses et on voit. Alors, il y a des volutes, parfois il y a des trous parce qu'il y a des gens qui ont des manques sur le plan énergétique. Bienveillante, Rosine se sert donc de son don pour décrypter, bichonner, réparer l'aura des autres. Là, vous êtes en train de descendre son aura. Ouais. Et alors, ça réagit très bien. C'est un vrai plaisir. Et il est d'accord, Vincent. Voilà. Vincent serait donc un peu perché, au sens propre comme au figuré. Pour l'aider à mieux se concentrer, Rosine entreprend de lui redescendre l'aura, histoire qu'il puisse à nouveau avoir un peu plus l'aura sur Terre. Alors là, pour le moment, il a de l'énergie au pied gauche. C'est toujours son pied affectif. C'est pas étonnant. Bon, alors, il faut que je le redescende un petit peu du côté droit. Et visiblement, c'est pas simple. En plus, ça fait pas forcément tout de suite ce qu'on veut. Voilà. Une aura, c'est comme le reste, ça se dresse. 1, 2, 3, 4, tell me that. Des consultations comme celle-là, Rosine en donne une dizaine par jour. Aujourd'hui, c'est à Virginie et Alexandra de venir prendre conseil auprès de la grande prêtresse de l'aura. Virginie aimerait apprendre à mieux se connaître pour exploiter son potentiel. Je sens pas tout de suite, ça vient pas. Pas de souci. Dans un premier temps, Rosine essaye de rentrer en contact avec l'aura de Virginie. Mais toutes les auras ne sont pas simples à lire. Je vous cherche, je vous trouve pas encore. Mais après quelques instants de tâtonnement, Rosine se lance. Alors vous êtes pour les autres une formidable organisatrice. Vous pouvez même avoir une espèce de leadership assez naturel. On y va. Passer les politesses d'usage sur les auras de ses clients, Des décisions, mais dans tous les sens. Rosine n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat pour ne pas dire les mains dans l'œuf. Comment vous allez nous mettre un bébé au milieu de toute cette vie palpitante? Oui, parce que... Ça fait pas partie des priorités. Visiblement, il n'y a effectivement pas l'espace. Brutale, elle n'hésite pas à aller là où ça fait mal. Alexandra ne va pas tarder à en faire les frais. En lisant l'aura de cette jeune fille, Rosine va faire apparaître au grand jour son problème d'anorexie. Ce que je vois, c'est comme effectivement à l'intérieur de son œuf total, là c'est effectivement comme une espèce de petit cercle à l'intérieur, c'est comme s'il y avait une espèce d'entité supplémentaire au niveau du ventre, avec effectivement l'estomac et tout le côté rapport alimentaire, plus ses organes digestifs que visiblement elle malmène. Mais par rapport à l'alimentation, vous voyez des choses précises Alors, c'est-à-dire que vous essayez tellement de solutions sur le plan alimentaire, entre je mange pas ceci mais je mange ça, c'est un peu comme des essais de régimes différents, et puis comme il y a effectivement ce rapport affectif et émotionnel avec la nourriture, c'est ça qui complique. Vous allez être vachement équilibré pendant un jour de jour, puis hop, il y a un stress, et alors là, ça y est, ça pète dans tous les sens. Rosine voit tout, sait tout, même ce que l'on aimerait bien garder pour soi. Malgré son malaise, Alexandra est sidérée par les performances de celle-ci. Ça m'a bluffée parce que c'est vraiment quelque chose qui est présent depuis longtemps et je pense qu'il est encore loin de disparaître. C'est intriguant que vous l'ayez vu tout de suite et c'est un peu flippant d'ailleurs.
Voir l'aura des gens, c'est une activité à temps plein. Et même lorsqu'elle sort de son cabinet, Rosine ne peut pas s'empêcher de décrypter, même involontairement, l'aura des passants qui l'entourent. Donc là, effectivement, cette dame qui est assise sur le banc en noir, j'ai senti là, pour elle tout un poids de responsabilité familiale qui est en train de lui tomber sur le dos, et le fait qu'elle va être obligée de s'occuper de beaucoup de personnes qui peuvent être ou des personnes malades à soutenir ou des gens à accompagner chez des médecins. Enfin, il va y avoir du médical, pas pour elle. C'est vrai ce qu'elle dit? Oui, c'est vrai. Je suis tout à fait responsable dans mon travail. Je suis médecin. Une fois de plus, Rosine surprend par la pertinence de son analyse. Quand soudain, au détour d'un sentier, une aura particulièrement terne attire son attention. A priori, je vois un monsieur qui a l'air très fatigué, là, assis sur le banc. Il est visiblement dans une période où il a eu à subir beaucoup de stress, beaucoup de tension. Je vous voyais de loin et je vous sentais dans une énergie de fatigue, de stress, d'épreuves, de choses difficiles à gérer. Et ce qui m'a attiré là, c'est justement, c'est quand j'ai vu les enfants approcher, c'est un petit peu comme si c'est les enfants qui vous apportent une énergie, que c'est quelque chose qui vous repose, qui vous fait du bien. C'est tout à fait vrai. C'est une période de travail intense et je suis un peu crevé. Et je viens quand même au bois pour sortir un peu les enfants et qui s'amusent un petit peu. Et vous êtes épuisé? Ah, complètement, je ne sais même pas si je vais pouvoir me lever. Rosine voit l'aura des gens. C'est bluffant, intriguant, déstabilisant, mais pour nous, pauvres mortels, comment percevoir ce halo lumineux? Pour ce faire, il existe une machine à photographier l'aura. Odile en est une des heureuses propriétaires. Voilà, vous allez vous asseoir sur le siège là et mettre les mains de chaque côté sur les plaques métalliques en mettant plutôt l'arrière de la main sur la dernière plaque et en étalant vos doigts. Voilà, alors quand vous voulez, j'appuie sur le bouton. Ah bah c'est parti. C'est parti. Suspense, à quoi peut bien ressembler l'aura de Patrick? Voilà, la photo est faite, vous pouvez relâcher les mains. Quand on a la photo, effectivement, avec les couleurs, on peut analyser les traits de caractère, le fond de la personne. Alors, pour faire l'interprétation, on regarde différents éléments. Pas seulement les couleurs, bien sûr les couleurs ont une importance. Mais on regarde aussi la hauteur de l'aura. On voit que vous avez une grande aura. Ah. Plutôt logique pour un homme qui approche le 1,90 m. Mais quelle est la valeur scientifique d'un tel appareil? Donc ceux qui ont conçu l'appareil l'ont travaillé avec des médiums qui les accompagnaient, qui voyaient les auras. Et donc ça leur a permis de faire une espèce de schéma, de plan, de cartographie, disons, qui nous permet de faire une interprétation assez fine. Mais que peut-on déduire d'un Polaroid orange? Les couleurs nous parlent de quelqu'un qui a bien les pieds sur terre, qui gère son quotidien. Oui. Et qui est bien entouré d'amis aussi. Certains détails nous font voir que vous êtes dans une ambiance chaleureuse. On ne peut pas vraiment dire qu'Odile prenne de gros risques. Du coup, on a décidé de mettre le Pola magique à l'épreuve en soumettant Patrick à un exercice physique. On arrête ou on continue? Oui, on peut arrêter. Son aura changera-t-elle? Voilà, une très belle photo. Il y a la couleur verte qui est apparue, qui signifie que les vibrations montent. On en arrive à l'ouverture du cœur quand on est dans les vibrations vertes. L'ouverture du cœur, carrément. L'aura de Patrick aura donc réagi à l'exercice physique. À moins que tout ça ne soit qu'un effet d'optique, un effet magnétique, ou pire, un simple hasard. L'aura dit tout de nous, dit-on, si tant est qu'elle existe. L'important n'est-il pas finalement de se sentir bien dans son œuf? Des voyants utilisés comme agents secrets par la CIA, cela ressemble au scénario farfelu d'un film hollywoodien. C'est pourtant ce qui s'est passé pendant près de 20 ans aux États-Unis. Nom de code, opération Stargate. Grand banditisme, kidnapping, terrorisme, la défense américaine n'a pas hésité à faire appel pour ses affaires à ces médiums et autres voyants devenus donc agents secrets. Si l'ensemble de ce dossier incroyable est encore classé confidentiel, un coin du voile s'est levé. Pour la première fois, d'anciens agents osent parler. Stargate. Ce n'est pas le titre d'une série ou d'un film américain, mais le nom de code d'une opération confidentielle. Son but, se servir de voyants comme agents secrets. Leur mission, retrouver des criminels, anticiper des attaques militaires et terroristes, localiser des sites de missiles ou encore visualiser des documents à distance. Cette opération controversée, aussi sérieuse qu'incroyable, s'est tenue entre 1977 et 1995. Notre enquête nous a menés à Austin, au Texas. Paul Smith était un agent Stargate. Nous collections des renseignements en utilisant des moyens parapsychologiques. On appelait ça de la vision à distance.
Alors comment est née cette surprenante opération? À l'époque, nous sommes en pleine guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. C'est la course aux armements, mais pas seulement. Le bloc soviétique a une longueur d'avance dans un domaine étonnant, la recherche en parapsychologie. Pour rattraper leur retard, les États-Unis inquiets sont prêts à tout. La CIA et la DIA, leurs deux principales agences de renseignement, investissent 1 à 2 millions de dollars par an dans 14 laboratoires de recherche. Une vingtaine d'agents sont formés à la voyance. À partir de 1977, l'armée a mis sur pied un programme de perfectionnement en matière de perception parapsychologique pour entraîner des militaires, mais aussi des civils travaillant pour le gouvernement. En fait, ce que nous faisions, c'est que nous apprenions à ces agents à maîtriser leur perception en leur donnant les moyens de comprendre leur vision et surtout la manière de les exploiter. Paul Smith a accepté de nous parler de quelques expériences déclassifiées. La CIA a entraîné ses agents en testant leur capacité à visualiser des documents à distance. Je vais vous montrer quelques exemples d'entraînement, car la plupart des expériences sont encore classées secret défense. J'espère qu'elles seront bientôt rendues publiques, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Paul Smith aurait obtenu des résultats intéressants. Lors de la séance qu'il va nous dévoiler, il était censé reproduire la photo d'une mosquée. Voici une de mes séances d'entraînement. Vous voyez, j'avais commencé par noter des coordonnées et des idéogrammes, enfin des descriptions assez floues. Mais si vous regardez là, vous voyez des formes un peu arrondies. Et voici le dessin final. J'avais l'impression qu'il s'agissait d'une mosquée ou d'une église. Et les responsables m'ont montré ensuite la photo de ce que j'étais censé identifier. En mai 1987, lors d'une séance de visualisation, Paul Smith voit l'attaque et l'explosion d'un navire américain. À cause du manque de précision, son responsable décide de ne pas tenir compte de sa vision. Il m'a dit « Bon, on va arrêter là. Je pense que tu as tort. » J'ai dit « Ok. » C'est vrai que c'est arrivé fréquemment que nous nous trompions. C'était un vendredi et je suis rentré à la maison pour le week-end. Mais le lundi, j'ai reçu un coup de fil tôt le matin. Et mon responsable m'a dit « Tu as déjà lu le journal ?» J'ai répondu non. À la une de la presse, 2 missiles d'un Mirage irakien lancés sur la frégate USS Stark, tuant 37 marins. Paul Smith n'était pas loin de la réalité. L'US Marine aurait pu éviter le drame et une réparation à 142 millions de dollars. En fait, j'avais décrit ces événements presque exactement. Mais la division Stargate a remporté des victoires bien plus impressionnantes. Gail Graff était l'officier en charge de faire la liaison entre les voyants et la défense américaine. En 1981, James Lee Dozier, un général de l'OTAN basé en Italie, est kidnappé par le groupe terroriste d'extrême gauche, les Brigades Rouges. Son épouse s'adresse alors au ravisseur. Je vous demande de le traiter humainement. C'est un homme qui se soucie des autres et qui aime les gens. Il n'a jamais fait de mal à personne. L'effet d'armes des Brigades Rouges n'était pas bon. Ils ne gardaient généralement pas les otages plus de 2 ou 3 semaines avant qu'on les retrouve en train de flotter dans une rivière. L'enjeu pour retrouver le général Dozier était donc très important. La police italienne et la défense américaine décident de collaborer dans leurs recherches. Ce que les voyants vont trouver va à l'encontre du rationnel. Alors que le général a été capturé à Vérone, contre toute attente, il le visualise à 80 km de là, dans la ville de Padoue. Plus précisément, près d'un supermarché sous une tente bleue. C'est grâce à ces informations d'une grande précision que le général est retrouvé sain et sauf après 42 jours. Ce dénouement est stupéfiant. Une des raisons grâce auxquelles je suis ici aujourd'hui est le résultat des prières de beaucoup de monde. Et laissez-moi vous dire que quand vous êtes sur le point d'arriver en bout de course, c'est un sentiment très intense. J'ai eu la chance de lui parler quelques semaines plus tard. Et il m'a confié des choses intéressantes.
Quand il a su où il était détenu, il a commencé à se concentrer intensément en espérant que quelqu'un recevrait ses pensées par perception extrasensorielle. Donc je me demande si sa concentration a ouvert la voie aux informations qui ont permis sa localisation. Autre énorme succès, cette fois-ci en Floride. À la fin des années 80, Charles Frank Jordan est agent de la brigade des stupéfiants des douanes américaines. Mais il aide en fait les trafiquants à faire entrer de la drogue. Quand il apprend qu'il est démasqué, Jordan s'enfuit. Pendant 2 ans, c'est l'un des criminels les plus recherchés des États-Unis. La CIA finit par activer la division Stargate. L'un de ses voyants a accepté de témoigner à visage caché. Des noms de villes et d'États me sont apparus, Lowell et Wyoming. C'est comme ça que c'est sorti. Donc on a regardé dans l'atlas et il y avait un Lowell dans l'État de Wyoming. Et à partir de là, je sentais que je recevais plein d'autres choses. J'ai passé ces informations à mon contact et on m'a répondu « Non, on pense vraiment qu'il est dans les Caraïbes ». Des milliers de kilomètres séparent l'État du Wyoming, cité par la voyante, et la zone des Caraïbes. Mais elle continue de visualiser d'autres détails, malgré le scepticisme des douanes. Elle voit Jordan dans un camping en mouvement. J'ai dit qu'il était sur le départ et qu'il était à proximité d'un cimetière d'Indiens ou quelque chose en lien avec les Indiens. C'était si simple pour moi. C'était une évidence qu'il était là-bas et je me disais « Allez vite le chercher !» Cette fois encore, je ne pensais pas qu'ils en tiendraient compte. Mais le jour suivant, j'ai reçu un appel et on m'a dit « Devine ce qui s'est passé hier soir. On a attrapé le fugitif en train de quitter le parc national de Wyoming dont vous parliez. » Après 2 ans de traque acharnée, Jordan est enfin arrêté à des milliers de kilomètres où le croyaient les autorités. Malgré quelques succès impressionnants, Stargate est fermé en 1995. Raison invoquée ? Un coût trop élevé et des résultats inégaux. Mais récemment, un journaliste d'investigation américain a affirmé que le programme existerait toujours. Stargate est loin d'avoir dévoilé tous ses secrets. Les hommes politiques n'ont qu'un but, servir la nation. Mais si pour y arriver, ils faisaient appel à des sorciers ou à des voyants. Ridicule, saugrenu, impossible, me direz-vous. Et pourtant, dans le reportage qui va suivre, vous allez découvrir que pouvoir, sorcellerie ou même voyance ferait bon ménage. La magie aurait même envahi jusqu'au couloir de l'Élysée et certains personnages très haut placés n'hésiteraient pas à demander l'aide de sorciers pour accéder au poste rêvé, quitte à marabouter leur adversaire. Tout de suite, enquête sur cet incroyable intérêt des hommes politiques pour les sciences occultes. Qui, Gussom, Mediator, Agros, Gaviol, Valox, Landa, Zazar, Valois, Sator, Saluxio, Paracle, Gossom, Mortus, Cum, Fils, Sum et Père, Flagellationem. Je m'arrête ici. Je donne pas la suite qui est trop dangereuse. Vous l'aurez compris, Claude est un sorcier, et pas n'importe lequel. Sa spécialité, envoûter ou protéger les hommes politiques. La sorcellerie, de nos jours, ça existe, et qu'au cœur de l'État, de l'appareil d'État, de la République française, on y fait appel. On savait certains hommes politiques superstitieux, d'autres attirés par l'astrologie, voire même par les astrologues. Mais des hommes politiques faisant appel à des sorciers, la nouvelle a de quoi surprendre. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que les hommes politiques font appel à des sorciers ? Moi, j'en ai traité 3. Ils sont venus pour une voyance. Ils sont venus détourner pour une voyance. Puis après la voyance, c'était pour voir ce que je peux faire pour eux. Qu'est-ce qu'ils demandent exactement ? Ils demandent à être élus. Chez les hommes politiques, comme un peu chez les artistes peut-être, il y a une sensibilité un peu exacerbée qui fait que sûrement certains d'entre eux ont une sorte de nécessité d'aller vers le paralogique de temps en temps. Exemple le plus connu d'homme politique paralogique, François Mitterrand. Attiré par les sciences occultes, l'ancien président décida un beau jour de consulter les astres. Il fit appel pour cela à l'une des plus séduisantes astrologues de sa génération, Elisabeth Tessier. Le téléphone sonne, c'était l'Élysée. Moi, j'ai d'ailleurs cru que c'était une blague. J'ai vraiment cru que c'était une blague. J'ai envoyé pratiquement promener la personne. C'était le secrétariat de l'Élysée qui me disait « Vous avez un petit déjeuner demain à 9h avec le président. » Oh, j'ai dit « Quoi ? Mais quelle blague ?» J'en croyais pas un mot. Dès lors,
le paranormal commence à tenir une place prépondérante au sommet de l'État. Je passais des nuits au moment de la guerre du Golfe où il m'appelait souvent, presque tous les jours et quelquefois plusieurs fois par jour. Je passais donc des nuits, je peux dire, à comparer les thèmes de Bush, de Saddam Hussein, de Mitterrand, de la France, des États-Unis. C'était dingue et je me perdais là-dedans. On sait que le président Mitterrand avait des contacts non seulement avec Elisabeth Tessier, mais avec pas mal de gourous ou marabouts. Mitterrand a recours à un sorcier qui est venu pour le sauver. Bon, il l'a tenu 14 ans, c'est bien. Étrange de constater qu'au plus haut sommet de l'État, l'irrationnel aussi rassure, apaise et guide. Au pouvoir, on se sent très seul, même si on est entouré de conseillers en tout genre. Ça apporte un soutien psychologique, une manière de voir les choses où on se sent plus seul. Mais au-delà du simple réconfort, si les hommes politiques s'intéressent de si près aux sciences occultes, c'est selon notre sorcier pour une raison très simple. Le pouvoir n'a pas de prix. Le pouvoir, certains hommes politiques, certains hommes d'affaires tueraient père et mère pour avoir le pouvoir. Et des hommes de pouvoir victimes de mauvais sorts, Claude en connaît un paquet. Je vais te donner un exemple. Tu prends, sans le citer, tu prends un petit bonhomme qui s'est fait dégommer par la sorcellerie, qui a plus de puissance. Mais il est malade, il n'a plus de puissance. Je ne sais pas si tu peux tabler. C'est quelqu'un qui était à la tête d'une énorme multinationale. Ce mec-là s'est fait dégommer par la sorcellerie, ça n'est pas rendu compte. Mais pour dégommer un homme d'une telle envergure, comment s'y prend-on? En quoi consiste vraiment la sorcellerie? Comment joue-t-on avec le mal? Les gants, sine qua non, si tu veux pas récupérer des charges du négatif dans ta gueule. Nous avons donc suivi Claude durant la nuit, alors qu'il venait de libérer une femme d'un mal incurable. Là, je vais enterrer ce que j'ai transféré ce matin à 1h30. Alors tu peux voir. Tu vois? Qu'est-ce que c'est? Alors, tu as d'atterrir au cimetière et tu as 2 crapauds. La maladie de cette femme, je l'ai transférée dans un être vivant, mais qui va symboliser la mort. Maintenant, il faut que j'enterre cette charge, pour pas que ça ressorte. Je pourrais m'en servir pour faire du mal, mais c'est pas ma logique, et puis je risquerais d'en prendre dans la gueule, c'est trop puissant. C'est avec ce genre de méthode que Claude parvient à fabriquer des boules de terre ensorcelées. C'est ainsi qu'à chaque élection, il maraboute les lieux du pouvoir. Pour les élections 2002, j'ai démarré mes boulettes 6 mois à l'avance. Je suis monté à Paris pour poser mes petites boulettes pour piéger tout l'Élysée. Ça tire la merde parce que c'est des boulettes faites avec du mal et tout ce qui est négatif viendra péter directement dedans. Mais le travail de Claude ne s'arrête pas là. Après avoir marabouté un lieu, il sait que les forces du mal viendront titiller sa cible pour la faire tourner en bourrique. On peut faire n'importe quoi à n'importe qui, mais c'est-à-dire on ne le gère pas directement. C'est-à-dire du moment que vous êtes chargé, que vous avez le négatif au cul, les forces du mal iront chercher, eux, votre point faible. On va prendre l'exemple de Lionel Jospin, qui pendant la campagne a eu quelques petites phrases malheureuses successives comme ça. C'est-à-dire que les sorciers qui travaillaient contre lui et pour son adversaire ont attaqué les points faibles de Jospin. Et un des points faibles de Jospin, c'est de, même s'il n'improvise pas directement ses discours, il ne dit pas un prompteur à chaque fois qu'il parle. Donc on peut, à un moment donné, lui faire dire une phrase malheureuse, comme mon programme n'est pas socialiste, comme Chirac était un musée vieilli, etc., successivement. Et on peut voir dans les sondages qu'à chaque fois qu'il disait quelque chose comme ça, il baissait et il s'en est parmi. Si Jospin s'est fait marabouter, cela signifie donc que la partie adverse aurait engagé des sorciers pour œuvrer contre lui. Qu'en pense Jean-François Props, autrefois proche collaborateur de Jacques Chirac? L'ancien président de la République aurait-il, selon lui, été capable d'une telle chose? Je pense que Jacques Chirac, comme François Mitterrand, doit être quand même assez sensible et probablement capable de consulter des donneurs d'avis, des donneurs de conseils qui ne soient pas des technocrates ou qui ne soient pas des faiseurs de notes, mais qui soient des gens qui manipulent un peu le paralogique. Ainsi, à gauche comme à droite, il semble que la sorcellerie ait envahi tous les lieux du pouvoir. Mais si ces méthodes peuvent paraître d'un autre âge, doit-on pour autant s'en offusquer? Ça fait partie de l'humain. Partout il y a des enjeux, il y a magie, il y a sorcellerie, il y a humain, il y a tentation d'agir sur le destin. Et les sorciers disent qu'ils peuvent le faire, hein. Donc ils sont là où il y a des enjeux. Et on sait qu'aujourd'hui, les élections, que ce soit présidentielles ou législatives au niveau local, enfin présidentielles au niveau national, ce sont des enjeux énormes. Donc les derniers présidents de la République ont fait appel à ces pratiques.
Difficile cependant de concevoir qu'une élection présidentielle n'ait pu se jouer qu'à quelques boulettes près, aussi ensorcelée soit-elle. Notons cependant que le dernier président en date a préféré sans doute par prudence faire retirer du marché les petites poupées vaudou qui étaient à son effigie. Avec moi ce soir, Christine Haas, merci d'avoir accepté mon invitation. Christine, les téléspectateurs vous connaissent bien, hein, vous êtes une célèbre astrologue réputée pour son sérieux. On vient de voir là dans le dernier sujet le rapport que peuvent entretenir les hommes politiques avec l'astrologie et sans demander de choses très précises sur la façon de diriger le pays. Est-ce qu'en revanche, on vous pose des questions d'anticipation sur des événements politiques à venir, sur des événements majeurs? Sur des élections, sur des référendums, enfin sur des votes du public, hein, finalement. Est-ce qu'il y a une reconnaissance? Est-ce qu'il n'y a pas de reconnaissance? Est-ce que... comment ça se passe pour moi ce jour-là? Voilà. Est-ce que vous avez eu, à votre connaissance, des hommes politiques, ou des femmes politiques d'ailleurs, qui ont changé leur agenda en fonction de jours ou de dates ou de choses que vous leur auriez dites? Non. Puis je ne fais pas ce genre de choses parce que je pense qu'il faut laisser son libre arbitre à chacun et pas lui dire voilà tel jour ça va se passer comme ça et puis il faudrait que vous changiez ce jour-là. Par exemple des élections nationales, pensez bien que c'est pas la petite astrologue du coin qui va changer la date. Et justement, on va démarrer par la définition toute simple pour vous de l'astrologie. C'est quoi l'astrologie? C'est l'art d'interpréter les mouvements planétaires. Mais encore? C'est-à-dire de donner un sens à ce qui se passe dans le cosmos. Enfin, dans le cosmos, c'est un bien grand mot. Sur la ceinture zodiacale, c'est-à-dire qui représente le parcours annuel du Soleil. Il passe devant les constellations et ça définit les signes qui sont... Et en fonction de ces différents astres, de ces planètes, on peut définir ce qui va se produire dans l'année pour chacun d'entre nous. Voilà, on peut définir des climats, des tendances, même parfois des tendances fortes, prédire quelques événements, mais c'est toujours quelque chose qu'on connaît, qu'on a déjà vécu, etc. Parce que c'est la science des cycles aussi, l'astrologie. Vous utilisez le terme science? Parce que par rapport au cycle, oui, non, c'est pas une science. On va se mettre d'accord là-dessus. Parce que sinon les scientifiques vont venir vous taper sur les doigts? C'est pas une science, c'est une pratique, c'est une connaissance, c'est quelque chose, un savoir qui s'est accumulé au fil des âges, tout simplement. Et donc, ce sont des cycles. Les planètes reviennent au même endroit chaque année, tous les 2 ans, chacune a son cycle. Et on a pu observer donc que lors de leur course, ces planètes, il se passe des choses dans le ciel qui ont une répercussion sur la Terre. Mais c'est une loi d'analogie et de correspondance. Les planètes n'ont pas d'influence sur nos comportements. 9 magazines féminins sur 10 ont des pages d'astrologie. Oui. Alors, lunaire, solaire, la numérologie, enfin, on a un peu de tout. Et alors, évidemment, ça prête le flanc à la contradiction et de dire, écoutez, c'est trop générique pour que ça puisse s'adresser aux uns et aux autres de façon... Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est vrai. C'est l'écume de l'astrologie, ce qu'il y a dans les magazines. Encore faut-il que ce soit fait sérieusement, qu'on essaye. Moi, j'essaye en tout cas toujours de préciser les choses pour telle date de naissance ou tel décan, de manière à être le moins large possible. Ouais. Et, alors dites-moi par exemple, moi je suis vierge. Vous êtes vierge, alors, vous aimez le travail bien fait, vous êtes perfectionniste. Mais voyez, vous allez dans mon sens, là, vous me flattez. Non, mais en même temps, j'allais dire autre chose. Mince alors. La vierge, elle a parfois tendance à se sous-estimer, à ne pas se croire capable à trop se regarder, se surveiller, être trop intériorisé, tout analyser. Il y a une pensée omniprésente chez la Vierge, un mental très fort. Vous me séduisez, Christine. Il peut y avoir effectivement une dérive qui fait que on ne fait plus que ce que votre astrologue ou que ce que votre horoscope vous dit. Et quid à ce moment-là de notre marge de manœuvre sur notre destinée. Bon, alors ça dépend évidemment de la psychologie de la personne qui va consulter, qui va se remettre dans les mains de celui ou celle qui est censé tout savoir. C'est comme avec le psy, on lui accorde des pouvoirs absolument extraordinaires. Qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas. Donc, il y a des caractères qui ont tendance à se mettre dans la dépendance. Mais ça ne va pas être seulement avec l'astrologie, ça va être avec leur amoureux, leur amoureuse, ça va être avec la nourriture. Bon, ça, on n'y peut rien. C'est à l'astrologue, justement, d'être suffisamment psychologue pour détecter ce genre de personnalité et faire en sorte qu'il n'y ait pas de phénomène de dépendance. C'est quelque chose de très important. Oui. Et puis, si on suit complètement l'astrologie tout de même, ça voudrait dire que 2 personnes nées le même jour, la même heure, auraient la même vie.
Oui, non. Alors, il faut être très très nuancé là-dessus parce que j'en ai vu des cas de jumeaux astrologiques. Moi-même, j'ai une jumelle astrologique. Mais si vous voulez, après, il y a la question du milieu dans lequel vous êtes élevé, des études que vous faites, enfin, de l'influence du milieu sur vous. Hein, donc, nous ne sommes pas totalement prédestinés, le libre arbitre existe. Non. Je pense qu'on a des grands rendez-vous dans la vie, qu'on passe tous par des stades, des phases de notre développement personnel et que, bon, l'astrologie repère très bien ces phases de développement et peut vous aider à les passer si elles sont difficiles. Si c'est un cap difficile, l'astrologie peut être une aide. Très bien, merci beaucoup Christina. Merci à vous. Et juste une dernière question pour nos téléspectateurs qui seraient peut-être intéressés. Consulter un astrologue, si ce n'est pas sur Internet, si on doit aller le voir, un astrologue sérieux, il coûte cher ? Écoutez, ça dépend des régions. Ça va coûter entre 600 € et 250. C'est un gros travail. Hein, c'est un gros travail. Oui. Et pour être sûr d'avoir quelqu'un d'a priori sérieux... Il faut s'adresser à une école d'astrologie. Là, vous êtes sûr d'avoir des bons astrologues parmi les professeurs et parmi les étudiants de dernière année. D'accord. Merci beaucoup Christina. Merci à vous. Et puis je rappelle, pour tous ceux qui sont férus d'astrologie, qu'évidemment, il y a les 12 nouveaux livres de Christine sur chacun des signes pour l'année 2010. Voilà, merci Christine. Merci, au revoir. À qui se fier quand la raison ne parvient plus à tout expliquer? Au paranormal? Avant de juger trop vite, souvenez-vous que certaines manifestations qu'on qualifiait de paranormales il y a plusieurs siècles sont aujourd'hui des phénomènes tout à fait connus et expliqués par la science. Pour ceux qui y croient, pas besoin de preuves. Pour ceux qui n'y croient pas, aucune preuve ne suffira. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tête-à-tête avec l'étrange.